Bonjour et bienvenue dans ce 29e Quantum. On n'arrête plus l'actu quantique, ça ne fait qu'accélérer et c'est pas pour nous déplaire. Pas vrai, Olivier Zrati? Eh oui, mais ça fait plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu, hein. C'est vrai, mais il y a tellement de choses qui se passent aussi dans la vie normale sans quantum que voilà, il faut avancer. Mais eh ben, écoutez, on a un mois de news à vous donner, mais on va quand même tenter de le faire en une demi-heure. Alors, au programme, qu'est-ce qu'on a? L'acquisition de Mucans par XBlue, des chercheurs chinois qui présentent un ordinateur quantique à 62 qubits supraconducteur, une annonce de Google, le plan quantique des Pays-Bas et des news de Pascal et Lighton, et j'en passe. Eh ben, on va commencer par la revue de presse et des événements, et on va commencer par la France, parce que ça n'a pas arrêté chez nous, hein. Pas vrai, Olivier? Eh oui. Ouais, hein. Alors, on a d'abord eu une intervention d'Hélénie Diamanti et Maud Vinet dans la conférence sur la souveraineté numérique organisée à Bercy par NetExplo et l'IMT. On vous mettra le petit lien pour pouvoir voir le replay sur YouTube. Ça parlait de quoi? Des technologies quantiques qui sont une belle étude de cas où cette souveraineté pourrait être préservée. En Et plus de Hélénie et plein d'autres Maud, trucs, hein. Il y avait de la ouais, robotique, de l'IA, tout ce que tu veux. Ouais. d'accord. Et puis, du coup, Hélénie et Maud intervenaient en compagnie de Laurence De Villers, la fameuse spécialiste de l'IA, qui est, voilà, donc, est-ce que tu l'as vu? Tu peux nous commenter un petit peu cette. Oui, 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 bah, c'était intéressant. Alors, il y avait deux trucs intéressants. Il y avait aussi Marco Herman de Thales qui intervenait, qui Mhm. faisait un speech, oui. Alors que Maud, Eleni et Laurence étaient dans un panel animé par un journaliste. Et Herman, un peu avant, faisait un topo sur quels sont les enjeux de souveraineté autour des technologies quantiques. C'est intéressant parce que je dirais que ça occupait, je sais pas, entre une demi-heure et trois quarts d'heure d'une conf qui durait 8 heures, hein, ou de 6 ou 8 heures. Mais c'était intéressant de voir que le quantique faisait partie de ces sujets-là, quoi. C'est pas mal. Alors, ce qui était rigolo, c'est que c'était à l'amphi Mendès France de Bercy. Et j'ai découvert après, en me baladant sur Internet, qu'en fait, il n'y avait personne dans l'amphi. C'était un studio télé, en fait. Bah oui. Ah bah oui, Eh on oui. continue à faire attention, mais on Ah ouais. utilise les lieux. Bon, sinon, si vous l'avez raté, c'est passé sur France Culture et ça traitait du quantique en mode bande large, large bande même plutôt. Eh bien, vous aviez Alexia Ofev en compagnie de Christophe Burjac dans Entendez-vous l'écho. On vous mettra aussi le lien à réécouter. Un autre événement de vulgarisation organisé le 25 mai dernier par la région Occitanie. Plus tard, je serai mécanicienne quantique et c'était avec IBM, Atos, Thales, le CNRS et dont la chercheuse Aïda Todri-Sagnal et puis plein d'autres évidemment. Et là aussi, on va vous mettre le replay qui est sur YouTube. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses à écouter et pour rentrer dans le détail et découvrir encore Il y avait des choses sur aussi le Julien quantique. Bobrov qui intervenait au début. Ah, le fameux Le Julien. fameux Julien qui arrive à expliquer tout en 20 minutes, ce que je ne sais pas faire. Avec des nouilles, il arrive à expliquer le quantique Euh, avec des pattes. oui, C'est mais pas le calcul quantique, hein. Et d'ailleurs, en général, Julien, non, il est pas marrant le parce calcul que quantique, mais Julien, c'est il est quand marrant même. parce que quand il explique le calcul quantique, il explique surtout la physique quantique. Et il ne reste pas beaucoup de temps pour expliquer l'ordinateur quantique, hein, dans ses interventions, mais c'est assez classique quand tu demandes à un physicien de parler d'ordinateur quantique. Il y a une espèce de. Étienne Klein avait fait la même chose il y a quoi, 2 ans, 3 ans, quand on l'avait vu à USI. Il faut Oui. rétablir un équilibre entre 50-50, entre la physique et l'ordinateur. En effet. Alors, et puis un dernier événement où tu étais, qui était l'Assemblée générale de l'Association Digital League de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et tu étais en compagnie donc de Maud Vinet. Vous avez fait une keynote de vulgarisation sur les technologies quantiques. Est-ce qu'il y aura un petit lien plus tard ou c'était Oui, vraiment oui, il y aura un lien, il y aura un lien, et c'était intéressant parce que l'audience était constituée d'entrepreneurs du monde du numérique. Donc c'est bien d'expliquer un peu ce qu'il en est du calcul quantique en particulier, et aussi plus largement des télécoms et des capteurs quantiques à ce genre d'audience. Et Maud, Maud c'est la star nationale et de la région Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, elle était tout à fait indiquée pour intervenir là-dessus, en complément de moi-même qui avait été invité à intervenir. Bon, et alors, dernière actu, mais pas française, étrangère, et c'est avec John Martinis, l'ex-Google. Est-ce que tu Oui, peux nous rappeler ce qu'il fait maintenant et qu'est-ce qui s'est passé? c'était une conférence intéressante parmi d'ailleurs, je sais pas, une bonne demi-douzaine de conférences sur le quantique qui ont dû avoir lieu depuis qu'on s'est vu, mais elle était vraiment positionnée sur l'ordinateur quantique scalable.
Donc, c'était de savoir quelles sont les technologies, les évolutions qui permettront de faire du fameux LSQ, c'est-à-dire des calculateurs avec un grand nombre de qubits corrigés pour… Ouais, c'est que maintenant, on fait des tout petits calculateurs, vraiment avec quelques qubits. C'est scaler, c'est arriver à en mettre des milliers de qubits pour faire des vrais calculs qui servent. Parce que là, pour ça va l'instant… dans deux directions, disons. Il y a une première direction qui est d'essayer de faire des qubits plus fiables. Il y a des techniques comme celle d'Alice Bob en France qui permettraient de gagner quand même quelques ordres de grandeur en nombre de qubits pour obtenir des fameux qubits logiques. Puis il y a une autre direction qui consiste à dire force brute, j'en mets plein, je les corrige. C'est la combinaison des deux en fait qui est tentée. Et cette conférence a été quand même pas mal. J'ai malheureusement pas pu entendre tout, mais il y avait John Martinis, donc ancien de Google. Il y avait Jay Gambetta qui est un peu l'une des éminences grises de IBM sur le calcul quantique. Il y avait Ilana Wisby aussi, qui d'ailleurs interviendra avec moi à Vivatech dans quelques jours, de OQC, Oxford Quantum Circuit, qui fait des qubits superconducteurs. Il y avait Chad Righetti, quand même, qui est le fondateur de Righetti. Et il y avait aussi un type qui s'appelle Matthew Hutchings de SEEQ, ou SEEQC, qui travaille sur des composants électroniques de contrôle supraconducteur de qubits, qui est une technologie dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui est assez importante. Alors, le replay n'est pas encore là, mais c'était une très belle conf pour voir un petit peu l'état de l'art, en fait. Bon, s'il y a un replay, on remettra le lien un peu plus tard pour que vous puissiez le voir ou l'entendre. Bon, et ben maintenant, on va passer du coup à l'actualité des startups, les rachats, et tout ça. Et ben, Mucans qui vient d'être acquis par la société XBlue, en plus d'une autre société moins connue qui s'appelle Kilia. Donc voilà, ça avance bien. Et c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a une consolidation intra-européenne et de plus franco-française dans le cadre d'une PMI qui s'est déjà bien implantée à l'international avec 80% de son chiffre d'affaires à l'export. Hein. Ah, c'est pas une petite boîte, hein, Tu peux nous XBoo, parler un petit peu? bah oui, XBoo, c'est pas une boîte très connue dans le Landerneau, mais c'est quand même une boîte qui fait plus de 700 salariés, qui crée des composants dans le monde de la photonique. Et là, on voit finalement un processus de consolidation autour de la photonique d'un côté, avec Kilia, qui est une sorte d'équipementier d'appareillage pour les expériences de photonique, et d'autre côté, Mhm. Mucans, qui est plutôt dans les atomes froids, mais qui a besoin beaucoup de photonique, hein, parce que pour contrôler les atomes, il faut des lasers, il faut de l'optique, etc. Donc en fait, il y a une bonne synergie qui se crée. Et bon, je dirais, vu de loin, même si je ne connais pas le détail de cette société XBoo, c'est quand même pas mal de voir une boîte française rachetée par une autre boîte française plutôt que d'être rachetée par une boîte étrangère. Et avec une taille critique, on peut considérer que XBoo, c'est une grosse PME, pas loin de l'ETI, quoi. Donc quand on voit qu'il y a un début de fusion-acquisition qui se produit dans le secteur du quantique à l'étranger, c'est pas mal que ça se passe aussi comme ça en France. Bon, voilà. J'espère néanmoins que l'équipe de Mucans restera, que Bruno Diruel sera toujours là et que les acquis scientifiques de cette entreprise qui a l'originalité d'être dans le secteur des capteurs quantiques et de vendre des produits qui existent, c'est quand même pas mal, d'être sur un marché qui existe. J'espère que ça continuera de plus belle, quoi. Et Mucans, n'oublions pas aussi, est partenaire de Pascal. Oui, Ils fournissent et on va reparler de de l'équipement Pascal là-dessus. normalement un petit peu plus tard dans l'émission. Exactement. Ouais, ouais. Alors, on va changer de continent. Les Chinois qui reviennent avec 62 qubits supraconducteurs adaptés à un algorithme particulier, celui du quantum walk. C'est quoi? C'est comme le moonwalk de… Non, je rigole. Tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est? Ah bah, quand tu traduis en français, c'est marche quantique, mais c'est pas de la musique. Il n'y a pas de Michael Jackson derrière. Ouais. Alors, ça fait partie de ce genre d'annonce. Alors, c'est arrivé il y a quelques semaines déjà, mais c'est le genre d'annonce qui est difficile à interpréter, comme d'habitude. Tu vois un gros papier qui est relayé par la presse scientifique internationale, et tu dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Parce que tu vois des Chinois qui parlent de 62 qubits superconducteurs, d'ailleurs, tout en disant qu'ils ont le plus grand nombre de qubits du monde, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque IBM a en production une machine à 65 qubits. Bon. Mhm. Jusqu'à preuve du contraire, 62 est inférieur à 65. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà, même en changeant la base, même avec un logarithme, c'est toujours dans cet ordre-là. Et alors, ce n'est pas des qubits supraconducteurs tout à fait classiques. Quand tu regardes de près le papier scientifique, il ressemble aux qubits de Google, en fait. C'est des matrices, c'est une matrice de qubits avec des qubits de couplage qui relient les qubits entre eux pour gérer l'intrication. Sauf que cette matrice de qubits, elle est créée pour un algorithme qu'on appelle la marche quantique. Et la marche quantique, c'est en gros des algorithmes de navigation dans les arbres de décision
qui permettent de résoudre des problèmes d'optimisation divers et variés, comme le fameux problème du voyageur du commerce, par exemple. Et alors, cette prouesse, elle vient d'un endroit qui n'est pas anodin, puisqu'elle vient d'un labo qui s'appelle l'USTC, donc c'est University of Science and Technology of China, qui est dirigé par le fameux Jian Wenpin, qui est, on va dire, le grand Manitou du quantique en Chine. Leur machine s'appelle Zhu Chongzi. Il faut bien retenir, hein, c'est plus difficile à retenir que Sycamore. Il paraît que c'est un des découvreurs des premières centaines de décimales de pi, donc c'est un symbole intéressant. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand tu regardes l'algorithme qu'ils ont mis en œuvre, ils ont mis en œuvre un algorithme qui s'appelle un interféromètre Mach-Zehnder. Tu vas dire, ok, très bien. Bon, en fait, un Mach-Zehnder, c'est quoi? C'est un système qu'on d'habitude on réalise avec des photons et de l'optique. Donc, on prend des photons qui servent d'un générateur de photons, laser ou de photons uniques comme ceux qu'on est là. On les envoie dans des filtres polarisants, des systèmes qui mélangent les photons, puis on regarde le résultat. Et avec ça, on peut faire éventuellement du calcul optique ou des expériences d'optique. Et là, ils ont émulé ce truc-là avec leur qubit. Et il se trouve qu'un interféromètre Mach-Zehnder, ça permet d'émuler une marche quantique. Et après, tu dis, OK, mais so what, quoi. Donc, tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert concrètement. Parce que ce qu'on sait, c'est que si les Chinois augmentaient leur nombre de qubits, ils pourraient faire un mélange, donc une marche quantique avec un plus grand nombre d'étapes et un plus grand nombre d'éléments pour résoudre un problème donné. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de roadmap précise. Alors, les éléments techniques, quand même, sont intéressants parce que les Chinois, ils ne sont pas très bavards en général. Ça marche à 10 millikelvin. C'est un petit peu plus froid que les qubits Google et IBM sont autour de 15-20 millikelvin. Et il y a à peu près autant de câbles, hein, 186 lignes de contrôle, les fameux câbles supraconducteurs qui vont contrôler les qubits. Et ce qu'ils ont fait, qui n'est pas inintéressant, je regarde ça très très près en général, c'est qu'ils ont mutualisé les câbles de lecture de l'état des qubits. Donc en gros, ils ont un câble qui partage pour 4 qubits. Donc au lieu d'avoir 64 câbles de lecture, ils en ont 16. Ça permet de réduire la quincaillerie, quoi. Donc voilà, c'est marrant. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas prétendu avoir atteint la suprématie quantique, donc au moins, ça a évité de partir en sucette de ce côté-là. Mais bon, c'est intéressant parce que pour moi, la dernière prouesse des Chinois dans le supraconducteur, c'était de l'ordre de 19 qubits. Ils sont passés de 19 à 62, avec un cas d'usage un peu particulier. Alors, c'est assez marrant parce que voir comme ça, il avait fait pareil sur l'échantillonnage de boson gaussien en décembre dernier. Les Chinois, ils font souvent une expérience avec un hardware donné qui sert à résoudre un seul problème. Et après, tu dis, oui, mais alors, est-ce que c'est programmable? Est-ce que c'est généralisable à plusieurs problèmes? Alors, dans l'échantillonnage du boson là, de décembre dernier, ce n'était pas programmable. Et ils prétendaient avoir atteint un avantage quantique. Donc, quand on regarde de près, on dit, bah oui, c'est pas programmable, donc c'est pas un avantage quantique. Là, c'est programmable. Sauf que leur truc, pour l'instant, il n'a pas une économie d'échelle suffisamment grande pour gérer des marges quantiques significatives. Donc voilà, c'est intéressant, c'est une étape. Et ça permet de voir que les Chinois ne font pas que des photons et ne font pas que de la communication quantique. Voilà. Bon, eh ben, écoute, on va continuer à les suivre, hein. C'est vrai que Oui. c'est difficile d'avoir des infos de leur côté, qu'ils n'en lâchent pas beaucoup, mais en tout cas, on sait qu'ils sont dans la course et qu'il faut qu'on voit ce qu'ils Non, font. mais ce qui est marrant, si tu veux, sur ce Alors, sujet, parce que sur ce sujet comme sur les autres, systématiquement, tu as un problème, tu as un lag au sens entre la publication scientifique, le papier qui est sur Archive, plus les articles de la presse scientifique qui vulgarisent un petit peu. Il y a un problème, c'est qu'il faut que les physiciens interprètent la performance. Et il faut qu'ils écrivent. Bah, il n'y en a pas des masses qui font ça, et parfois il faut attendre pas mal de temps avant d'avoir une information, on va dire, circonstanciée sur la performance. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore vu. Je viens d'interpréter comme j'ai pu ce que j'ai vu, mais je suis impatient d'avoir un papier de Scott Aronson, ou je ne sais pas qui d'autre, John Preskill, qui écrit pas beaucoup d'ailleurs, ou des Français, pourquoi pas, sur le sujet. Quoi. On va peut-être demander à Daniel Estelle. Voilà. des fois qu'ils s'ennuient. Alors, Google annonce une nouvelle roadmap avec un ordinateur quantique commercial pour 2029. Commercial, un truc qui marche, c'est… Bon, c'est pas pire que IBM qui en vend déjà et qui annonce qui avait réussi, on avait parlé la dernière fois, à vendre un ordinateur de 1000 qubits alors qu'ils Oui. ne sont pas prêts de sortir et ils ont déjà vendu à une entreprise, une clinique américaine qui s'appelle Cleveland Clinic. Donc, bon, pourquoi pas. On va dire que Google, on pourrait presque les considérer comme étant prudents
par rapport à IBM, puisqu'ils disent en 2029, on aura à peu près 1 million de qubits physiques avec 100 000 qubits logiques, 100 qubits logiques, qui correspond à une annonce qu'ils avaient déjà faite en juillet 2020. Donc l'information en tant que telle n'est pas nouvelle, c'est juste lié au fait qu'il y a eu un post ou une déclaration du CEO de Google, dont j'ai oublié le nom, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Lors de la conférence Google I.O., donc ils ont fait un petit peu de raffut là-dessus, mais il n'y avait pas d'infos nouvelles en fait. C'était une info qui était une ressucée en gros, quoi. Il n'y avait pas plus de détails techniques. Alors par contre, c'était associé à une autre information qui visuellement est assez sympa, on vous mettra le lien, c'est que c'était lié à l'inauguration du nouveau campus quantique à Santa Barbara, à côté de l'université où a travaillé il y a longtemps John Martinis. Et le campus est impressionnant parce qu'on voit un espèce d'énorme hall, on dirait presque station F, rempli d'ordinateurs quantiques. Alors il y a de la place, hein, il y a un espace assez vide, mais on voit qu'il y a de la place au moins pour mettre 7-8 ordinateurs quantiques pour faire des tests. Et donc c'est l'occasion qu'ils ont utilisée pour annoncer ça, quoi. Bon, Bon, un lieu à aller visiter pour faire quelques photos. Ah bah, si on nous invite, on veut bien y aller, hein, c'est pas un problème. Bon, ceci étant, ce qui est intéressant, c'est de voir les vrais gens qui nous expliquent ce qu'ils font et comment ils vont atteindre le fameux million de qubits physiques, quoi. Voilà. Bon. Alors, plus en retard que la France sur le plan quantique. Non, c'est gentil. En tout cas, les Pays-Bas annoncent aussi un plan quantique, un plan de 615 millions d'euros qui est géré par une fondation, Quantum Delta NL. C'est sur 7 ans, pas 5 ans comme chez nous, et c'est donc ils vont proposer du Quantum Inspire avec de l'offre cloud hybride. Ça t'intéresse, ça? Bah oui, forcément. Non, mais Quantum J'aimerais Inspire, bien c'est qu'on le en nom de fasse leur aussi offre. en France. Oui, Quantum Ouais. Inspire, c'est le nom de leur offre de cloud hybride. Et c'est une offre existante, hein, avant même qui a été lancée il y a 1 an ou quelques avant que ce plan soit lancé. C'est une offre qui Mhm. associe un accès à un calculateur supraconducteur, mais avec à peine 5 qubits, je crois, et Ouais. une offre d'émulation, un peu comme ce que fait Atos en France. Et donc ça, c'est une offre qui existe Écoute, déjà. j'espère qu'on pourra bientôt donner des news côté France. Je touche Ah du bois. bah, j'espère aussi, oui, oui. Alors, il y a d'autres éléments dans ce plan. Et par exemple, ils prévoient d'ouvrir une House of Quantum, qui Mhm. serait donc une sorte d'hôtel d'entreprise qui accueillerait les startups. Alors, il faut savoir qu'ils ont une ambition très hollandaise, genre très ambitieuse. Ils voudraient avoir 100 startups dans le quantique en 2027. C'est pas Ouais, mal. bah, s'il y a du software et tout, c'est pas. Ouais, Pourquoi c'est pas? ambitieux, mais Oui, c'est pas mais déconnant. alors, c'est marrant en termes de timing parce que 2027 est 2 ans avant le Google à 1 million de qubits. C'est juste un petit repère comme ça. Mhm. Et pour mémoire, les Anglais qui ont lancé leur plan fin 2013, donc ils en sont à 8 ans de leur plan là, et ils en sont à une quarantaine de boîtes à peu près, en 8 D'accord. ans. Donc c'est juste Mm. pour dire, ouais, peut-être. Alors aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de startups ou de boîtes du quantique aux Pays-Bas. Il y a des boîtes comme Delft Circuit qui fait des câbles supraconducteurs. Il y a Leiden qui est connu, qui fait des frigos, hein, des systèmes de cryostat. Ouais. Qblox qui fait Oui, avec des. Qblox, Single Voilà. Quantum. Ouais. Quix qui fait des processeurs photoniques qui sont partenaires de Candela, entre autres. Il y a Q&Co qui fait du logiciel, il y a Qsoft qui fait aussi du logiciel. Et puis il y a une boîte où Cantonation a annoncé un investissement récent qui s'appelle Qfox, qui fait un truc très intéressant, et c'est quasiment la seule dans le monde qui fait ça, qui crée une communication photonique entre ordinateurs quantiques. Très Ah, important ça. intéressant. Ah oui, très intéressant. D'autant plus qu'ils sont les seuls à ma connaissance là-dedans. Et alors ça ne veut pas dire que ça marche, mais donc là, la startup a été créée, c'est une valorisation de travaux de je ne sais plus quelle université, probablement TU Delft. Et c'est stratégique, parce qu'être capable de relier entre eux des processeurs quantiques et des photons, c'est ce qui permettra de faire du calcul distribué ou scalable. Donc c'est quand même pas inutile. Mhm. Alors les Hollandais, ils ne sont pas à ça près des ex-générations. Ils ont créé un fonds qui s'appelle Lightspeed, qui est donc une sorte de fonds pour financer les startups du quantique. Et ils disent, on va vous donner accès à 13 milliards d'euros. Et là, tu te dis, méfiance, quand même 13 milliards d'euros. Bah, en fait, c'est très simple. Tu pourrais faire pareil en France avec The Family ou n'importe quelle organisation qui bosse avec des VC. Tu te crées un réseau de contacts avec des VC, qui sont des VC généralistes, qui gèrent des milliards en cumulé. Et à la fin, tu dis, je donne accès à tous ces milliards.
Mais évidemment, tous ces milliards ne vont pas être investis dans le quantique. C'est juste un petit bout qui va être mis dans le quantique. Donc, sur les 13 milliards, ils seraient heureux si il y avait juste 1%, 0, ouais, 1%, oui, 1,5% investi dans le quantique. Ce serait déjà pas mal. Quel calcul? Bon, écoute, on va suivre ça. C'est une idée pour la France. Je vais y Ouais, ouais. réfléchir. Et alors, il y a un autre truc marrant chez les Hollandais. Ils prévoient Oui. d'allouer dans les 615 millions, 20 millions pour un truc que je n'ai pas vu dans un autre pays, sauf peut-être les Australiens de manière indirecte, 20 millions qui vont être dédiés au traitement des questions sociétales liées aux technologies quantiques. Donc en fait, ils vont créer une sorte de living lab quantum technology qui va se focaliser sur l'étude des questions éthiques, légales, sociétales liées aux technologies quantiques et en partenariat avec les universités dans ces domaines-là, le secteur public et le secteur privé. Donc c'est original comme approche. On n'a pas pensé à faire ça. Je ne pense pas qu'on n'y a pas pensé, en tout cas on n'a pas fait ça dans le plan français. Et par ailleurs, ils font quelque chose qui est voisin de ce que fait le CNRS et le CEA en France, c'est qu'ils vont investir 150 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal, hein, c'est un quart du plan, dans 5 salles blanches pour fabriquer des composants. Alors, c'est des salles blanches qui existent, hein, mais ils vont rajouter de l'équipement pour se mettre à niveau de ce côté-là. Donc voilà. Et ils veulent aussi former 2000 doctorants. Il n'y a plus qu'à, comme dirait Ça, l'autre. c'est bien. Ah, mais c'est Ouais, très c'est bien, ambitieux. c'est très bien. Donc voilà, il y a des métriques, il y a des objectifs. Il y en a qui sont un peu délirants, il y en a qui habillent un peu la mariée, mais bon, ils sont ambitieux. Ouais, c'est bien. Eh ben, on va continuer. Alors, on va revenir en France avec des nouvelles de Pascal, comme je disais tout à l'heure. Donc déjà, ils ont fait une levée de fonds Et oui, annoncé il y a quelques jours. il y a quelques jours, une levée de fonds de 25 millions. C'est plus, je crois, que ce qu'ils avaient prévu au départ, en tout cas, dans mon Bon, je ne suis souvenir. pas dans leur petit C'est secret sur ce bien. qu'ils avaient prévu, mais c'est la plus belle levée de fonds de start-up quantique en France, en tout cas. Ouais, parce que c'était peu de temps avant, c'est C12 qui a fait une levée de 10 millions de dollars, c'est ça? Exactement. Donc Donc voilà, c'est c'est bien. bien parce que Nos petits Français lèvent, hein, et ah, avancent, c'est des beaux projets. tu sais que je pense qu'à eux deux, ils ont dû lever 3 fois plus que toutes les autres startups depuis qu'elles existent. Donc c'est pas mal. Ouais. Alors, sachant, petite Écoute, c'est nuance, une et bonne d'ailleurs, nouvelle. on a souvent cette mécanique-là en Europe, c'est que maintenant, quand Mhm. tu verras des annonces, quand tu vois des annonces de levée de fonds de start-up européennes, très souvent, le montant intègre de l'argent public et de l'argent privé maintenant. Ce qui a moins de chances de se produire aux Oui, États-Unis ou même au Royaume-uni. Au Royaume-Uni, ils commencent à le faire aussi parce que le plan anglais met jusqu'à, j'ai oublié si c'était 2 ou 5 millions de dollars, alors je ne sais plus si c'était pounds ou des dollars dans les startups, avec un amendement évidemment du secteur privé. Mais par exemple, IQM, qui est une startup finlandaise dans les supraconducteurs, ils ont aussi annoncé une levée de fonds et dedans, il y a de l'argent d'une banque européenne, je ne sais plus quel fonds européen, ou un EIT Digital, qui joue un rôle, et qui joue un rôle d'ailleurs dans une des levées françaises, je crois. Donc, il y a un mélange d'argent public et d'argent français, ce qui fait que ce n'est pas de l'argent dilutif, comme on dit. Il y a une partie seulement de l'argent qui est dilutive dans le capital de la société et une autre partie qui ne l'est pas. Voilà. Non, mais c'est bien, Pascal, 25 millions d'euros, ils vont pouvoir avancer et livrer, j'espère, dans moins d'un an, 2 ans, leur beau parallélépipède avec jusqu'à, je crois, 196 qubits pour faire de la simulation quantique, donc c'est bien. Mais ils ont annoncé un autre truc oui. récemment qui est très intéressant. Ils ont annoncé, en fait, alors ça c'est plutôt un travail de recherche, mais ils ont annoncé avoir montré qu'ils pouvaient utiliser leurs atomes froids pour créer une mémoire quantique, ce qu'on appelle une QRAM, une mémoire adressable. Et on n'en parle pas souvent, ce sujet, la mémoire quantique, mais c'est ultra stratégique. Parce qu'il faut savoir que près de la moitié des algorithmes quantiques ont besoin de mémoire quantique qui n'existe pas encore. C'est un peu embêtant, si tu veux. Il y en a qui inventent des algorithmes, mais il n'y a pas de mémoire quantique. Et à quoi sert une mémoire quantique? Ça a plusieurs usages. Et les deux principaux usages de mémoire quantique, le premier, il est lié à ce qu'on appelle le chargement des données dans un algorithme quantique. Il se trouve que si tu fais par exemple du quantum machine learning, ou même un algorithme de Grover dans une recherche dans une base de données, il faut précharger des données dans les qubits. Le problème, c'est que ce préchargement, s'il y a beaucoup de données, ça prend du temps. Alors même en encodant les données correctement, ça prend un certain temps. Et le temps, il est supérieur à la durée de stabilité des qubits, de Oui, on calcul. risque de rentrer dans la décohérence et Alors, de tout modulo les perdre. questions de correction d'erreur. Mais bon, donc en fait, en gros, on a cette mémoire dans laquelle on charge les données, qui est stable un certain temps,
Et une fois qu'on a terminé le chargement, on transfère transfert, ce n'est pas une copie, on transfère les qubits de chargement vers les qubits de calcul. Ça, c'est le premier usage théorique. Alors, sachant qu'il y a plusieurs types de mémoire quantique. Il y a des mémoires qu'on appelle des mémoires adressables, parce que la QRAM, c'est une mémoire adressable. On peut dire, je veux à telle adresse rajouter une info pour enrichir un jeu de données. Et l'autre cas de figure où la mémoire quantique est utile, c'est dans les répéteurs quantiques des télécommunications quantiques. Et là, on a besoin, a priori, de moins de qubits. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir qu'une start-up française, qui n'est pas la seule dans le monde, mais a montré une capacité à faire ce genre de choses. Bon, bah, écoute, on va les suivre de très près en tout cas, hein. Il y a plein de raisons de le faire, mais on est vraiment très contents et très fiers d'eux. On continue avec l'annonce de processeur quantique photonique de Lighton. Il s'agirait d'un processeur quantique à base de photons à même d'atteindre l'avantage quantique. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que l'avantage quantique? L'avantage quantique, on en a parlé plusieurs fois, c'est la situation dans laquelle un Oui, calculateur mais c'est toujours quantique… bien de Oui, rafraîchir la oui, mémoire tu as des nouveaux raison, éditeurs. tu as raison. C'est la situation dans laquelle on se retrouverait si et quand un ordinateur quantique était capable de réaliser un calcul dont son équivalent sur une machine classique serait ou plus lent ou impossible, enfin, surtout plus lent. Et alors, il y a quelques annonces qui ont été faites dans ce sens-là jusqu'à présent, il y en a très peu qui sont crédibles. Et donc, celle de Google, de Sycamore, c'était la suprématie quantique, qui est du genre j'explose complètement le calcul classique, mais comme c'est un calcul qui ne calculait rien, ça ne sert pas à grand-chose. Là, Lighton dit si, je vais pouvoir faire des transformations unitaires, c'est-à-dire des opérations de base du calcul quantique sur des photons, et ça permettra de créer un ordinateur quantique. Alors, ils précisent bien que leur système, qui est un système de photonique, a besoin en amont de sources de photons uniques, comme celle de Candela potentiellement, et en aval de détecteurs de photons, qui vont mesurer l'état des photons, qu'on appelle des photons multimodes. Bref, c'est une technique intéressante. J'ai posé la question à quelques physiciens qui n'ont pas eu le temps d'évaluer. Il y en a quelques-uns qui disent oui, j'ai des doutes que ça scale. Il y en a d'autres qui disent oui, pourquoi pas. Bref, on est comme dans l'histoire des Chinois. Alors, on les connaît, hein, Igor Caron, Sylvain Gigant, qui sont les deux respectivement CEO et directeur scientifique de la startup, on les connaît. Ça fait longtemps qu'ils travaillent dans les processeurs optiques, mais qui n'avaient pas de prétention à des processeurs quantiques. Là, pour la première fois, ils annoncent, sur la base de travaux qu'ils ont commencé à publier en 2019, qu'ils pourraient atteindre cette capacité à faire du vrai calcul quantique avec de l'intrication et de la superposition. Bon, j'attends de voir. Je pense qu'il y aura besoin de benchmarker ça avec des papiers scientifiques qui sont, j'imagine, dans le pipe. Comme d'habitude, le fact-checking, c'est un art très compliqué dans le calcul quantique. Non, mais franchement, moi, je m'arrache les cheveux. Tu me parles d'un truc dans Ça l'IA. se voit, tu n'en as plus, Non, j'en Olivier, ai plus, ça se mais, voit. ouais, mais ouais, c'est une métaphore. Non, mais le calcul quantique, enfin la physique quantique en général, c'est le truc le plus dur à fact-checker de la Terre, quoi. Si par exemple, tu as Nvidia qui annonce une performance dans l'IA, tu peux regarder, tu peux comprendre comment ça marche. C'est accessible, disons, quand tu connais un Pour peu toi, c'est accessible. pour moi et d'autres. Mais disons que tu peux fact-checker en fonction d'informations publiques, tu peux regarder. Là, Oui. même les physiciens n'ont pas le temps de regarder, si tu veux. Donc, tu es obligé d'attendre un certain temps avant de pouvoir vérifier que le truc est intéressant ou pas. Et il y a un problème de fond qu'on pourrait appeler un problème des conditions limites. C'est-à-dire que très souvent, une solution qui est montrée, elle va fonctionner à petite échelle, mais il y a tout un tas de raisons que tu ne peux pas forcément identifier d'un coup d'œil qui font que quand tu vas monter en échelle, ça ne marchera plus. Ben, ça, il faut le voir. Donc, c'est pas évident. C'est pas du tout évident Ouais, de détecter ça, quoi. le fait de scaler est un vrai C'est un vrai sujet. Moi, je est un pense que vrai c'est un vrai challenge. sujet dans le quantique. C'est comment on fait du fact-checking dans cette discipline. On est noyé sous les annonces. Enfin, quand tu regardes que ça, il y en a tous les jours. Et elles sont très, très dures à interpréter. Et même les spécialistes n'ont pas le temps de le faire, ce qui fait qu'en gros, on est soumis à un brouillard permanent qui n'est pas facile à élaguer, quoi. C'est un Mais si, challenge. tu t'en sors très bien. C'est un challenge. Ah bah, non, je C'est un pense pas. challenge, mais tu t'en sors très bien. J'ai encore du taf, hein. Bon. Écoute, dernière news, on est dans les temps. La consolidation du marché Honeywell Quantum Solutions qui fusionne avec Cambridge Quantum Computing. Alors, qu'est-ce que ça fait justement cette consolidation? En quoi c'est bien? C'est bien et c'est intéressant surtout parce que c'est la première fois
qu'on voit un grand acteur du hardware fusionner avec un grand acteur du logiciel. On a déjà vu des petits du hardware se fusionner ensemble, des petits du Mhm. logiciel ensemble, QX Branch qui a été racheté par, j'ai oublié qui d'ailleurs, QCware, je crois, je me trompe peut-être, mais qui est une boîte australienne fusionnée dans QCware. Ah, moi je me trompe que ce soit Zapata, mais j'ai un doute, mais c'est pas grave. Mais c'est logiciel, hardware. Et là, tu as quand même Honeywell, qui est en gros l'alter ego de IonQ dans les qubits à ion piégés aux États-Unis, qui a beaucoup communiqué depuis le mois de mars 2020, qui a quand même investi beaucoup et qui a constitué une équipe de 150 personnes en propre, en ratissant au NIST, à l'université du Colorado à Boulder, en ratissant aussi à l'université de Maryland. Et là, poum, ils font une spin-off en fait. Ils sortent cette activité du groupe Honeywell qui fait plus de 30 milliards de dollars et ils fusionnent ça avec le premier, on va dire la plus grande start-up anglaise qui est donc CQC, qui est une start-up de logiciels qui a quand même levé plus de 70 millions de dollars Mhm. et qui bosse avec IBM, qui a sorti tout un tas d'algorithmes dans tout un tas de marchés. Donc ça veut dire que c'est une boîte qui fait de l'ordre de 60 à 70 personnes, CQC. Donc là, tu crées tout d'un coup une intégration verticale avec une boîte de soft, une boîte de hard. Euh, Ils ont séparé ça d'Honeywell pour peut-être permettre d'accéder plus facilement à du capital pour l'ensemble. Honeywell a annoncé qu'il mettait 270 à 300 millions de dollars dans cette nouvelle société pour 55% du capital. Et bon, ça crée une boîte donc, qui va faire plus de 200 personnes, avec une technologie qui est prometteuse. Les ions piégés de Honeywell, c'est pas inintéressant, quoi. Ça peut se caler potentiellement. Et une belle boîte Mhm. de logiciels autour. Voilà, bon, ça envoie des signaux. Si tu veux. Jusqu'à présent, dans l'univers de l'entrepreneuriat quantumien, tu avais des Mhm. startups qui se créaient, elles ont toutes 2, 3, 4 ans d'ancienneté, elles n'ont pas 10 ans d'ancienneté. C'était calme. Quoi. Tout d'un coup, tu commences à avoir des fusions-acquisitions dans le quantique, tu te dis, tiens, il se passe des choses. Quoi. Bon, mais. Ouais, mais on sent que depuis quelques mois, il y a une accélération, il y a un virage qui est en train d'être pris. C'est quand même vraiment pas inintéressant de C'est voir que normal. ça continue. Ouais, on pourrait dire que c'est une sorte de maturation du marché, je sais pas, mais disons que c'est un signal Oui, mais il y avait un que. peu cette peur, tu sais, de re-rentrer dans un univers du quantum comme ça a pu l'être à un moment ou comme on l'a vu dans l'IA. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Là, ça fait quand même depuis quelques mois qu'on est vraiment dans une accélération de nouvelles et de choses intéressantes qui se passent. Voilà. Donc, Je me permets est-ce de que... parler de poupée russe dans l'histoire. En fait, Eh ben, vas-y. euh, j'y crois pas trop à l'hiver du quantique. S'il y a un hiver du quantique, il sera lié à un hiver des deep tech. Et s'il y a un Ouais, hiver des deep tech, il sera lié à un hiver des startups en général. Je pense qu'il y aura un lien entre d'accord. les trois. Je pense il y a un lien entre les trois. Il peut y avoir une crise financière qui casse tout. Mais je vois pas pourquoi les startups les plus prometteuses dans le futur seraient plus victimes d'aléas financiers que des startups lambda. Quoi. Donc, je suis pas sûr que Non, mais ce après, soit le cas. techniquement, technologiquement, le fait de ne pas pouvoir scaler justement et de devoir attendre peut-être des nouveaux composants, des nouvelles découvertes scientifiques pour pouvoir faire cette Ouais, scalabilité de ouais, l'ordinateur quantique. t'as raison. Est-ce qu'on n'a Ouais. pas ce risque quand même? Parce que moi, c'est la question que je me posais, c'est quand on a démarré, c'était vraiment est-ce que tout va se dérouler et en 20 ou 30 ans, mais on va avoir des étapes marche, ou est-ce qu'on peut avoir, bah là, on a une accélération et puis est-ce qu'on va pas avoir un creux avant que ça reparte? Voilà, Il y a des c'est ça que je raisons, me il y a pose. des raisons d'être moins pessimiste que ça. Il y en a trois. Quand tu fais une segmentation des startups, tu as les startups des capteurs quantiques. Les capteurs quantiques, Mhm. ce pas des technologies pour lesquelles il faut attendre 10 ans pour que ça marche, comme pour le calcul. Non, Donc, ça, c'est sûr, oui. celles-là, elles ne vont pas mourir. Donc, c'est comme Mucans racheté par XBlue, bah, il y a du chiffre d'affaires. Deuxième cas, qui est le cas de Candela, par exemple en France, c'est le cas des startups qui fournissent de l'outillage à d'autres, potentiellement. Alors, qui, dans le cas de Candela, veut aller jusqu'au bout et créer un ordinateur quantique, mais quand tu fournis de l'outillage, tu as un marché qui est large et qui n'est pas forcément uniquement dépendant du calcul quantique. Donc, Mhm. deuxième cas de figure qui n'est pas amené à se casser la gueule comme ça du jour au lendemain. Et puis, tu as un troisième cas de figure qui sont les entreprises de logiciels, qui en apparence sont fragiles, parce que faire du logiciel sur des machines qui n'existent pas encore, c'est quand même un peu gênant, quoi. Mais il se trouve qu'elles ont toutes enfin toutes celles que je connais en tout cas, elles ont toutes des moyens de s'en sortir quand elles sont bien organisées. Alors, le premier moyen de s'en sortir, c'est que tu fais du calcul qu'on appelle du quantum inspired, c'est que tu t'inspires du quantique pour faire du calcul classique. Deuxième cas de figure, tu fais du calcul hybride. Tu associes du D-Wave Mhm. ou du simulateur quantique à la Pascal
voire du calcul classique à base de portes, avec un supercalculateur. Et là, tu fais du calcul hybride où tu utilises le calcul quantique là où il est utile, complété par le calcul scientifique standard là où il est utile en complément. Et donc, en fait, il y a quand même beaucoup de cas de figure où tu n'es pas entièrement dépendant de cette échéance du large-scale computing au-delà du NISC dans le calcul, qui fait que ça permet d'avoir des assises. Et donc, beaucoup d'entreprises vont être amenées à des généralistes quelque part ou à des enablers, comme on dit, qui fournissent une techno à plusieurs marchés, dont des marchés qui sont solvables. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas si inquiet que ça. Et bon, tu peux en trouver ailleurs des entreprises qui vendent des trucs qui n'existent pas. Dans l'espace, par Oui, exemple. non, mais bien sûr. Les startups dans l'espace, il y en a qui disent dans 10 ans, je vais aller sur Mars, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça. Et tu as aussi des plans sur le long terme. Et elles arrivent à lever des fonds aussi, celles-là. Je ne te parle pas de la blockchain et du Bitcoin, c'est encore autre chose. Non, ça c'est bon, tu as fait ta blague du 1er avril. Donc tiens, on va en profiter pour passer un message pour tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi le PDF est tout blanc. C'était une blague du 1er avril. C'était une blague semi-sérieuse, néanmoins. Une blague semi-sérieuse parce Oui, mais que sérieuse. le contenu du livre correspond à la réponse à la question qui est dans le titre. À ta réponse à la question. À ma réponse, oui, tout à fait, ma réponse, oui, exactement. Et donc, la réponse étant tout à fait partiale. Tout à fait. Je suis sûre que tout le monde est d'accord avec toi. Ah non, j'espère que non. Écoute, merci Olivier pour ce 29e épisode de Quantum. On se retrouve dans quelques semaines parce qu'on va encore être bien chargé. Il y a Vivatech qui arrive, ça va parler quantique aussi là-bas. Et on se reverra sur le sujet. D'ici là, portez-vous bien, profitez des photons du soleil qui reviennent et puis à très vite. Bye bye.